Arrêtez de vous entraîner comme un homme. Ça, c'est une chose que les femmes devraient changer après 40 ans. Bonjour, je suis le docteur Sacchetti, je suis médecin esthétique et micronutritionniste. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on voit en consultation en termes de physiologie féminine, physiologie masculine. Pendant des années, on a dit aux femmes, il faut manger moins. Il faut faire plus de cardio, surtout si vous voulez maintenir votre poids de forme après 40 ans. Entraînez-vous à jeun. Repoussez le petit-déj, repoussez votre premier repas. Et si ça ne marche pas, c'est que vous ne faites pas assez d'efforts. C'est clairement que vous pourriez faire encore mieux. Mais en consultation, ce qu'on voit, c'est des femmes qui font déjà tout ça, qui mangent peu, qui font du sport. Elles marchent beaucoup également, elles font du cardio, elles essayent le jeûne intermittent et pourtant elles restent souvent épuisées. Elles vont prendre inéluctablement un peu de ventre et elles ont un mal fou à le perdre, c'est parfois même ce qui les amène en consultation. Elles perdent progressivement du muscle, alors ça elles s'en rendent pas forcément compte, mais la silhouette se modifie, elles s'en rendent compte un petit peu à retardement je dirais. Elles dorment très mal. Et leur récupération est aussi altérée, elles récupèrent beaucoup moins bien, quel que soit le type d'effort qu'elles fournissent. Donc aujourd'hui, je voulais poser une question simple. Et si le problème, c'était pas la motivation, si le problème, c'était simplement que la plupart des conseils que l'on donne, notamment en termes d'activité physique, et qui sont donnés aux femmes, ont finalement pas été pensés plus pour la physiologie masculine. On voit ça également sur la nutrition, on voit ça sur la médecine en général et sur certaines recommandations. On se rend compte que ces dernières années, heureusement, on avance beaucoup là-dessus. Mais le corps féminin, clairement, il mérite une attention particulière. Il a ses spécificités, la physiologie n'est pas la même. Les hormones ont un fonctionnement très cyclique. Et c'est pas une vidéo féministe, c'est pas un slogan féministe non plus. Il y a une vraie réalité physiologique, clairement. Et je pense que c'est important de faire un point là-dessus. Le métabolisme de la femme, il est plus sensible à la disponibilité des nutriments. Il est plus sensible aux variations hormonales. Il est plus sensible également au niveau de stress. Il est également plus sensible au sommeil, à la qualité du sommeil. Et tout ça, c'est le cas lorsque le cycle menstruel est régulier et encore plus dès la périménopause. C'est pour ça que, clairement, certaines stratégies, et des stratégies parfois hyper populaires comme le jeûne intermittent, ces dernières années, on en a énormément parlé. Le fait de pratiquer son activité physique à jeun, le fait de faire du cardio de manière très répétitive, très chronique, le déficit calorique également permanent, ça peut donner des résultats qui sont parfois très transitoires surtout, mais ça peut surtout donner des résultats qui sont très différents chez une femme par rapport à ce qu'on pourrait avoir chez un homme. Et certaines femmes, dès la périménopause, donc dès 40 ans, parfois même dès 35, ces stratégies, elles ne vont pas forcément créer ce qu'on attend, elles ne vont pas forcément amener à un corps beaucoup plus tonique, mais elles peuvent entraîner au contraire beaucoup plus de stress. On va déjà commencer par le jeûne intermittent. Pourquoi ce n'est pas si simple de pratiquer de manière optimale le jeûne intermittent et pourquoi il ne faut pas le faire de la même façon que chez l'homme? Le jeûne intermittent, c'est vraiment un sujet passionnant. Je ne suis absolument pas en train de dire qu'il doit être déconseillé aux femmes. C'est un outil que l'on utilise pour la santé, que l'on utilise également pour la perte de poids, mais il ne faut pas le présenter comme une solution universelle et sans l'adapter à la physiologie féminine. Chez une femme active, stressée, qui parfois même dort mal, qui continue de s'entraîner, d'autant plus si elle est en périménopause ou qu'elle a déjà réduit ses apports alimentaires, repousser le premier repas jusque par exemple à midi ou 13h, ça peut ajouter un niveau de stress, ça peut devenir un stress supplémentaire. Le cerveau féminin, il va surveiller d'assez près la disponibilité énergétique, ce qu'on lui apporte. En clair,
Est-ce que le corps reçoit assez d'énergie pour bien fonctionner? Bien fonctionner, c'est de manière optimale, pour récupérer, pour avoir une ovulation efficace, pour produire en quantité suffisante les hormones, pour maintenir un bon fonctionnement de la thyroïde également, et pour préserver sa masse musculaire et lutter contre la sarcopénie. Lorsque la réponse à toutes ces questions est non, le corps va adapter en fait en termes de physiologie et va adapter ses priorités. Donc il peut réduire la dépense énergétique, il va aussi parfois mettre un peu de côté la récupération, le cycle peut être altéré, le cortisol de manière temporaire peut augmenter à cause de ce stress et on peut même avoir une perte de masse maigre, donc une fonte musculaire qui est accélérée. C'est exactement ça qu'on retrouve dans ce concept de faible disponibilité énergétique qui est très décrit chez les femmes sportives et chez les femmes hyper sportives. Le problème, c'est pas seulement combien de calories vous mangez, c'est la qualité de ce que vous mangez, c'est combien d'énergie va rester disponible pour le corps une fois qu'on a retiré l'énergie dépensée à l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment un point important. Le jeûne intermittent, oui, mais de manière progressive, de manière raisonnée, toujours adaptée à chaque femme. Et je dirais aussi, bien évidemment, de s'écouter. Si vous sentez que ça vous fatigue, que c'est pas bon pour vous, vous avez déjà la réponse, c'est pas comme ça qu'il faut le pratiquer. Peut-être le pratiquer plutôt le soir ou allonger un peu la fenêtre de jeûne de la nuit. Le sport à jeun maintenant, est-ce que c'est vraiment un bon plan après 40 ans? Ça, c'est une des autres erreurs assez courantes que l'on voit en consultation, s'entraîner à jeun à tout prix. Beaucoup de femmes pensent, elles l'ont lu, on leur a dit, que c'est bien plus efficace pour brûler des graisses. Mais chez certaines femmes, surtout après 40 ans, là encore, on peut augmenter le stress physiologique. Le matin, c'est la période où le cortisol est déjà naturellement à un taux élevé. C'est normal et il est là pour nous aider à nous mettre en route dans la journée, à nous réveiller, etc. Mais si on ajoute à ça, pas de petit déjeuner, une séance sportive, parfois même une séance sportive hyper intense, du stress professionnel, peu de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité et déjà des variations hormonales dues à la périménopause, on va se retrouver dans un état qui est très classique, fatigué, parfois même un peu survolté, épuisé mais incapable de se reposer dans la journée, incapable de dormir, active, sportive, mais avec une inflammation chronique. Et finalement, en termes d'activité physique et de sport, on n'obtient pas la progression que l'on aimerait et que l'on mériterait d'avoir par rapport à ses efforts. En fait, l'organisme ne va pas vraiment comprendre et il ne va pas se dire super, on va brûler du gras. Il comprend plutôt attention, je manque d'énergie, comment je vais optimiser tout ça par rapport à tout ce que j'ai moi à gérer. Donc idéalement, pour la femme, on recommande plutôt un petit apport, un petit repas. Il est évidemment pas question d'aller prendre un repas lourd avant de s'entraîner, mais avant une séance, un petit apport calorique et notamment un peu de glucides et de protéines, d'autant plus si la séance prévue est longue ou si elle est très cardio. Donc voilà, encore une fois, on ne mange pas énormément avec le sport, mais un petit encas est réellement bénéfique et va optimiser la fatigue, la performance et les femmes en général le remarquent très vite quand elles modifient ça dans leur routine. Ça permet d'éviter d'envoyer au cerveau un signal de sécurité sur le type d'entraînement à jeun. Autre point important, après 40 ans, la priorité, ça n'est plus de brûler des calories. Il faut arrêter aussi avec ce concept de les calories qui rentrent, les calories qui sortent et je vais brûler des calories à tout prix. Ça, c'est vraiment un point primordial. Après 40 ans, la priorité, ça devrait plutôt être comment protéger de manière prioritaire absolue ma masse musculaire, comment lutter contre la sarcopénie, parce que le muscle,
vous le savez, il n'est pas seulement esthétique. Le muscle, c'est un organe métabolique, c'est un organe endocrinien. Il va améliorer notre sensibilité à l'insuline, donc participer aussi sur la réduction du tour de taille. Il va protéger le squelette, bien sûr. Il soutient une bonne posture. Il aide sur le long terme à prévenir la perte d'autonomie. C'est lui qui prédit ce que vous pourrez faire dans les 10, 20, 30 ans à venir. Il participe également à la dépense énergétique de repos, le métabolisme de base. Il est vraiment fonction de la masse musculaire. Et il améliore aussi la façon dont notre corps utilise le glucose qui provient de l'alimentation. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'à la périménopause, quand les œstrogènes fluctuent, puis diminuent de manière plus constante, beaucoup de femmes, et elles ne s'en rendent pas compte au début, perdent plus facilement du muscle et prennent plus facilement du gras. On a une modification de la silhouette, pas forcément de manière très apparente sur la balance, sauf si on a un impédance-mètre, mais si on n'a pas un impédance-mètre, on ne voit pas forcément une grosse variation. Ou alors parfois sur des zones localisées, on rentre moins bien dans certains vêtements. Donc, continuer à faire uniquement du cardio en espérant sécher, c'est souvent pas la stratégie optimale. Il faut de manière impérative de la musculation, du renforcement musculaire au poids du corps avec des élastiques et avec des haltères. Pas forcément sur des séances interminables, mais des exercices réguliers. La régularité bat toujours la séance parfaite. Il faut des exercices efficaces, progressifs et des charges qui restent quand même suffisamment stimulantes. Ça peut être des squats adaptés, ça peut être des soulevés de terre, ça peut être du tirage, ça peut être des fentes, ça peut être du gainage. Tout ça, c'est vraiment à adapter au cas par cas. Et moi, je vous invite vraiment sur les premières séances à prendre un coach si vous le pouvez pour mettre en place un plan d'entraînement vraiment optimal par rapport à ça. Et après, vous pouvez vous entraîner soit à la salle, soit à la maison en fonction de vos préférences. Le but, c'est pas de devenir une bodybuilder, le but, c'est de rester forte. Je répète, le but est de rester forte et longtemps. Un autre point qui me tenait à cœur, c'est le cardio. Le piège en fait du cardio vraiment chronique, vraiment répété, je vois ça extrêmement souvent en consultation. Les femmes font parfois 3, 4, voire 5 séances de cardio. Alors c'est bien de courir, j'ai rien contre, mais il y a façon et façon de le faire et il faut, si on veut des résultats optimaux, optimiser ça, l'adapter à la physiologie féminine. Beaucoup de femmes vivent dans ce que moi j'appellerais une zone un peu de transit, une zone un peu grise, c'est-à-dire qu'elles ne récupèrent jamais vraiment. Les séances sont parfois trop rapprochées. Le sommeil est de mauvaise qualité, on le sait, le sommeil est absolument primordial pour la récupération. Et elles vont rester dans cette zone un peu intermédiaire où elles stimulent jamais vraiment suffisamment le corps non plus. Elles font beaucoup de cardio. Ça leur permet aussi de se fatiguer un peu, parfois de mieux dormir la nuit. C'est assez intense pour se fatiguer, pour transpirer, mais c'est pas toujours assez intense pour créer une vraie adaptation et notamment une adaptation sur le plan musculaire. Donc elles transpirent, elles se fatiguent, elles ont l'impression de faire beaucoup, de ne pas pouvoir faire plus d'ailleurs, et la composition corporelle ne change pas. Et notamment, point important, ça je le vois sur la répartition des graisses et la zone du ventre. Elle n'arrive pas à se débarrasser de la petite bouée abdominale. Donc, une approche beaucoup plus polarisée, ce serait d'un côté un cardio très doux, de la marche en montée par exemple, la mobilité, ne pas négliger la récupération, donc une zone 2 au niveau cardio, et de l'autre, du sport plus intense mais sur des durées courtes. Ça peut être, si on parle de course à pied, des sprints, donc des intervalles. Ça peut être du renforcement, mais avec des charges lourdes. Ça peut être un travail explosif, adapté, avec des sauts si c'est possible. Et entre les deux types de séances, moins de séances. Pour ne pas être en permanence un petit peu rincé, un peu essoré et finalement pas progresser comme on le mérite. Laisser le temps au corps de récupérer. Le 5e point, c'est le cycle menstruel. Clairement, une grande majorité de femmes a tendance à voir ça un peu comme un ennemi et on le comprend, hein, c'est parfois difficile de tout gérer.
Et chez les femmes qui ont encore un cycle, il faut aussi arrêter de faire comme si tous les jours étaient identiques, que ce soit pour le travail, pour l'activité physique ou même à la maison. En première partie de cycle, les hormones sont plus basses et beaucoup de femmes tolèrent mieux l'intensité. Donc là, c'est plutôt la période pour charger plus lourd, pour vos séances plus intenses, pour travailler sur votre puissance explosive par exemple, et pour chercher la progression. Ensuite, en phase lutéale, c'est-à-dire après l'ovulation, certaines femmes vont remarquer, et une majorité en général, plus de fatigue, une température corporelle qui augmente, notamment si vous portez des objets connectés, une montre, une bague, etc. Parfois plus de fringales, de rétention d'eau aussi, et plus de difficultés à récupérer. Encore faut-il être assez attentif à ces signaux-là. C'est clairement pas dans la tête. À ce moment-là, c'est pertinent d'augmenter légèrement les apports, notamment en protéines et en glucides de bonne qualité, des glucides complexes, pas de la junk food évidemment, et d'adapter l'intensité si le corps ne répond pas comme on aimerait. La règle simple, c'est de s'écouter, observer son cycle. On n'a pas vraiment appris à le faire, c'est pas hyper intuitif, mais ça mérite vraiment la peine d'y passer du temps. Pas du tout pour vous limiter, ni dans votre entraînement, ni autre, mais pour mieux utiliser vos fenêtres de performance et pour optimiser votre santé. Le 6e point important, c'est quelque chose qui fait peur, c'est les impacts, l'os, les sauts. À la ménopause, la baisse d'estrogène entraîne forcément une perte osseuse, plus ou moins importante selon les femmes. Là encore, la solution, c'est pas uniquement de marcher. La marche, elle est excellente pour la santé cardiovasculaire, pour la santé globale, mais pas suffisante pour stimuler l'os, car il faut souvent un impact, pas forcément un gros impact, mais un impact ou une contrainte mécanique plus forte. C'est là que les sauts peuvent avoir leur place. Alors ça peut être des petits sauts sur trampoline, ça peut être des petites montées sur marche, par exemple, sur des points dynamiques, des sauts, des vrais sauts sur des box, par exemple, si on peut en faire, et toujours un travail progressif. Évidemment, on va adapter ça au niveau, à la douleur, aux fuites urinaires éventuelles, aux antécédents, donc les hanches, les genoux, le dos, l'ostéoporose éventuelle déjà présente, et donc, je vous le disais, le périnée. L'os va se renforcer, mais il se renforce quand il reçoit un signal mécanique. Un 7e point important, c'est au niveau de la récupération, les saunas, notamment sauna infrarouge et le froid. Attention au mode. La récupération, c'est extrêmement important et on voit partout l'intérêt des bains froids, les douches glacées pour booster vos mitochondries et des protocoles de l'extrême qui souvent sont assez adaptés à l'homme plutôt. Donc attention, le froid peut avoir un intérêt sur la douleur, sur l'inflammation, sur la récupération dans certaines circonstances, mais de manière ponctuelle. Et après une séance de musculation, l'immersion froide, même si elle peut améliorer un peu des zones inflammatoires, elle peut aussi atténuer certaines adaptations musculaires, notamment en termes de maintien de la masse musculaire, d'hypertrophie, entre guillemets. Donc si votre objectif c'est de maintenir votre muscle, évitez d'enchaîner systématiquement musculation et bain glacé ou bottes réfrigérantes pour les jambes par exemple. Alors que en revanche la chaleur et notamment le sauna et le sauna infrarouge, ça c'est intéressant pour la santé cardiovasculaire, pour la tolérance et pour l'adaptation métabolique. Mais là encore on va s'adapter. On ne fait pas du sauna intense si on est déshydraté, si on a une hypotension, si on est enceinte, si on n'est pas dans une forme optimale ou si on a une pathologie cardiovasculaire. C'est du bon sens. Donc on a vu plein de choses à adapter à chacune évidemment, apprendre à s'écouter. Les femmes n'ont pas toujours et même rarement besoin de faire plus, mais elles ont besoin de faire plus juste et plus adapté à leur physiologie. Donc souvent moins de privation, c'est plus efficace, moins de cardio punitif à outrance, moins d'entraînement à jeun systématique et à arrêter avec « je dois brûler impérativement ce que j'ai mangé ». Donc davantage de stratégies pour parfois moins s'entraîner mais de meilleurs résultats et surtout moins de fatigue. Manger pour être forte, pour soutenir sa masse musculaire, s'entraîner pour également maintenir cette force
et récupérer aussi pour progresser. Donc il faut adapter ça au cycle, à l'âge, au sommeil, au stress, aux éventuelles pathologies sous-jacentes, ou à la périménopause si elle est là. Vous n'êtes pas paresseuse, votre organisme non plus, et il répond aux signaux que vous lui envoyez. Donc si en permanence on envoie un signal, je manque d'énergie, je manque d'apport, je me mets en mode famine, le stress est extrêmement intense, attention danger, il y a une dette de sommeil, forcément le corps ne peut pas donner un résultat optimal, on ne peut pas obtenir un corps plus fort, plus tonique, il va au contraire essayer de se préserver, de passer cette période difficile. Et clairement, les femmes ne doivent pas s'entraîner comme des hommes. Donc, trouvez un coach qui soit habitué et formé à entraîner des femmes. Prenez quelques séances si vous le pouvez. Vous pouvez après continuer à la maison ou en salle, à votre convenance. Et après 40 ans, c'est peut-être une des informations les plus importantes à comprendre pour la santé, pour l'énergie, pour la silhouette, pour la longévité. Les femmes ne fonctionnent pas comme des hommes, même si la plupart des données sont des données qui ont été faites dans des études qui étaient destinées à des hommes. C'est plus difficile de faire des études, qu'elles soient sportives ou sur des médicaments, les études scientifiques sur les femmes. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, il faut tenir compte du cycle et ça complique les études. Donc, c'est en train de changer, il y a de plus en plus d'études réalisées sur des femmes, mais malheureusement, à l'heure actuelle, les données actuelles de la science sont encore en majorité basées sur le fonctionnement de l'organisme masculin. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre pourquoi vous ne répondez peut-être pas comme vous l'aimeriez à votre plan d'entraînement ou à votre alimentation, pensez à l'enregistrer, pensez à la partager évidemment à d'autres femmes qui méritent de bien vivre cette période de périménopause et de ménopause, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Ici, je vous parle de santé des femmes avec de la nuance mais sans tabou. On parle de physiologie et de solutions concrètes. Moi, je vous dis à bientôt.